oui, et le premier, il y a que ça, et le second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est l'épisode 144 de Super Ciné Battle et il se déroule en plein dans les années 2000 et pour cela j'ai besoin d'un vestige du siècle dernier, à savoir Stéphane Boulet. Hello Stéphane, hello papa, comment ça va? Écoute, ça va très bien. C'est quel cold open de folie ma foi aujourd'hui. Est-ce que je peux t'appeler vestige du siècle passé? Oh, écoute, ma foi, je prends ça comme un compliment. Mais c'est ce qu'on est. On est des vestiges, on est des. Bah oui. On est limite vieux con. On est limite vieux con. Et tu sais quoi? Et chaque fois qu'il y a un anniversaire qui est là pour te le fêter, pour te rappeler que t'es yeuve. Et qu'on est yeuve et vous savez quoi, ce sentiment qu'on a, bah vous allez l'avoir toute votre vie aussi. Donc il y a pas de jaloux. C'est un sentiment qui va nous habiter. Voilà pour ce petit coup de vieux gratuit. Ah, t'es beau pour remonter le moral là. Ah mais c'est cold open de ouf. Hein. Super Ciné Battle, bah on vous l'a dit, c'est Stéphane et moi, donc Daniel Andreev, et on classe, je vous l'ai dit dans l'intro, on prend vos listes et on les classe du meilleur au pire afin d'obtenir une espèce de master list du cinéma. Évidemment, bien sûr. Cette master list, c'est le marbre, et le marbre, il est plus fort que toi, il est plus fort que moi, il est plus fort que nous tous. Exactement. Le marbre, c'est un peu cette espèce d'entité cinématographique, et nous sommes à peine les messagers. On est tout juste. On est les vaisseaux. Et alors, donc, pour nous faire parvenir des listes, c'est facile, c'est 3 films par liste, un titre si vous venez nous la donner, et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. Je tiens à dire un truc, je sais pas si vous avez remarqué, à part l'épisode précédent qui était un épisode super-héros, et tu sais que c'est pas notre habitude de faire, on fait pas que des films de super-héros. Ces derniers temps, j'essaye d'aller vraiment gratter puisque c'est notre liste la plus longue, les années 2000, j'essaye de gratter le plus loin possible de cinéphilie. Et par exemple, on a vu pas mal de rom-coms ces derniers temps. Chaque épisode, il y avait des rom-coms. J'essaye de voir s'il n'y a pas des films français qui seraient intéressants, des films de festival. J'essaye de varier les plaisirs parce que les années 2000, c'est des années où vraiment je me rends compte que mes goûts ont changé parce que j'avais la carte UGC. Et était-ce UGC? Non, c'était Gaumont, moi. J'avais la carte Gaumont. Moi, j'avais UGC, moi. Moi, j'avais la carte Gaumont MK2. Et ensuite, quand ils se sont fâchés, j'ai pris UGC MK2. Voilà, tout simplement. Et tu sais quoi? Sans aucune amertume. Et mais bon, peu importe. Et on a dépassé surtout le cap des 300 films dans la liste des années 2000. C'est la liste la plus longue. Donc, c'est normal qu'on aille un petit peu gratter des films un peu différents dans notre cinéphilie. Je peux te dire qu'il va y avoir des devoirs de vacances dans cette liste, je te le garantis. Ah, ça y est, la rédaction s'engage. Ah non, mais là il y a des films que moi j'ai pas vus et que toi t'as pas vu, c'est sûr, et on se met un jour pour les regarder. Et tu sais qu'au fur et à mesure, je les regarde, hein. Je me fais un film de temps en temps dans cette grande liste de films qu'on essaye de rattraper. Et je pense que peut-être on va faire une session de rattrapage bientôt, hein, mine de rien. Écoute, oui. Ça va effectivement venir, un de ces quatre. Qu'est-ce qu'on a eu comme entrée dans l'épisode précédent, donc l'épisode 143? Il y a eu Spider-Man, qui est 73e. Les aventures de Peter. Et bien sûr, c'est le Spider-Man original, donc de Sam Raimi. Enfin, pas celui de Stanley, mais au moins celui de Sam Raimi. C'était un épisode super-héros. Et 117e, il y a X-Men 2. Qui est ma foi, est-ce que c'est le plus correct, est-ce que c'est le meilleur? Oui, il est juste au-dessus d'X-Men, oui, c'est le meilleur, effectivement. Et il y avait un troisième film, c'était Les 4 Fantastiques, qui est juste au-dessus Les 4 Fantastiques, chanson qui était en bonus à la fin de l'épisode précédent. Eh oui, parce qu'on pense à vous, on pense à vous faire plaisir.
Moi, j'adore l'accent de Noam quand il arrive. Mais franchement, t'imagines, t'arrives dans un pays, tu connais pas la langue et on te dit, viens, chante des génériques. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est comme si on demandait à Hiroyuki Sanada d'aller aux États-Unis et de chanter I'll Be There For You, le générique de Friends. Je suis sûr qu'il y arriverait. Surtout, moi, je payerais pour entendre Hiroyuki Sanada nous chanter I'll Be There For You. Excuse-moi. Je claque mon pognon là-dessus, là, c'est sûr. Pourquoi on pense à Hiroyuki Sanada ? C'est parce qu'on en a parlé juste avant, on a fait un petit bonus, on a parlé de sa performance dans Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est ça. 2021, qui vient de sortir sur les plateformes de téléchargement. Quel dommage que ça ait manqué la sortie en salle. Parce que je me vois bien manger du popcorn devant ce truc-là, quand même. Donc on a passé en revue, il n'y a eu que 3 films la dernière fois, et donc c'était parce que c'était un épisode d'1 heure. Là on va repasser aux épisodes au format régulier, et donc il y aura plus de films aujourd'hui. Et Stéphane, je pense qu'il serait malin de faire les 10 derniers du top, les 10 premiers, les 10 derniers. Eh ben oui, effectivement, c'est important. Vas-y, lance-toi. Donc le top des années 2000 démarre avec Les Fils de l'Homme, suivi de Memories of Murder, No Country for Old Men, History of Violence et Mother à la 5e place, donc le Mother de Bong Joon-ho. Je précise à chaque fois parce que les gens risquent de se dire mais déjà c'est pas la bonne décennie, et puis il y a pas un point d'exclamation dans l'autre Mother? Ah peut-être, c'est peut-être un Mother point d'exclamation, c'est peut-être ça. Et tu sais quoi, ça explique énormément le film. c'est vrai. Je pense que c'est celui qui joue le plus finement, c'est le point d'exclamation du titre. Ah oui, effectivement. Dispute sur Mother. Ah, t'as mis un Mother en fait 2010 ? Enfin, des années 2010 ? C'est compliqué. Ouais, voilà, exactement. On en reparlera, voilà. Je vois le projet de mise en scène. Bon, est-ce que je suis convaincu ? C'est une autre question. Voilà. Est-ce que c'était important pour son réalisateur, Aronofsky ? Ça, j'en suis persuadé. Ah oui, non, bien sûr, non, ça, oui, je pour pense lui, aussi, c'était le projet important, le plus important de sa vie, et ça lui tenait très à cœur de raconter cette histoire. Et je pense que s'il y a bien une chose que je peux dire sur ce film, c'est que je pense qu'effectivement, il y a une vraie démarche sincère d'artiste. Voilà, il y a une vraie volonté jusqu'au boutiste d'artiste, une vraie vision, etc. Ça, je peux pas lui retirer. Voilà. Après, comme dans Thème de Patrick Sébastien, tu remarqueras. Comme dans Thème de Patrick Sébastien, voilà. Et le fait qu'on fasse cette comparaison, c'est peut-être aussi ça le problème. Mais bref, on en reparlera dans les années 2010. Thème qui est 298e. Ah non, il va dépasser les 300e aujourd'hui. Là, il va descendre. Voilà, exactement, il va descendre. 6e GSA, 7e Millennium Actress. En parlant de Aronofsky, tiens. Oui. Attends, pourquoi on a 2 fois Le Voyage de Chihiro ? Je pense que t'as dû... J'ai dû faire un effaçage par accident ? Je pense qu'il y a dû avoir effectivement une petite couille dans le potage, comme on dit, un terme technique. Voilà, c'est l'envers du décor. Je suis désolé de vous prendre du temps de votre épisode là-dessus. Je suis désolé de prendre votre capacité de vous affliger ça, mais je vais corriger ça le plus vite possible. On est dans les années 2000. Et dans les années 2000, c'est Millennium Actress. Ah, c'est La Graine et le Mulet. Voyage de Chihiro, c'est dédoublé, il a effacé La Graine et le Mulet. Voilà. Donc, mais le Voyage de Chihiro est tellement puissant que voilà, il a remplacé la Graine et le Mulet. Rendez-vous compte quand même. Donc le Voyage de Chihiro, La Graine et le Mulet, donc 9e, donc le premier film français. Tout à fait. Et 10e The Host. Voilà. Et encore une fois, Bong Joon-ho, voilà. Et j'aime bien dire juste 11e Exilé. J'adore Exilé. Ah putain, Exilé. Mais en fait, c'est quoi, j'aime tous les films les 20 premiers, je les trouve très très bien. Ah moi... Non, les 30 premiers. Je vais dire, on va facilement jusqu'aux 30 premiers. Hein. Non, je peux aller jusqu'aux 50 premiers. 40, même 50 premiers. Ah, tu vois, il y a Munich est 53e, Gran Torino 54e, Les Indestructibles 55e. Non, je peux Appaloosa. 28 jours plus tard, Sunshine évidemment. Non, Persepolis, non. Ça, moi, je trouve que je trouve qu'on est très très bien, même jusqu'au 80. Hein. Ouais, c'est ça, effectivement. 80, il y a Gladiator, tu vois. Donc, bon. Exout, voilà, je pense qu'on est... Ouais, là, on est sur du qualitatif. La prochaine fois, je referai un peu de liste random, c'est-à-dire je lirai un passage de la liste. Je lis des passages de la liste. C'est tel une secte, en fait. Alors, on va se lancer, peut-être. Eh ben, écoute, on va se lancer. On est là pour ça. On va pas dire les derniers arrivés, quand même. Ce sera pour une autre fois. Ça sera pour une autre fois. Alors,
c'est une liste qui nous est envoyée par Sam. Bonjour Sam et merci pour ta liste. Une liste qui date de d'il y a 7 jours, tiens, figure-toi. Donc parfois c'est possible. Et c'est une liste. Alors attention, le titre de sa liste est dans son mail est pas le même que celui dans le corps du mail. Dans le titre c'est ça finit bien point d'interrogation et dans le corps du mail c'est est-ce que ça finit bien. Ah attention, là, c'est subtil. C'est subtil. Donc merci Sam pour ta liste. Et le premier film, attention, préparez-vous cette grosse déconne à venir. C'est Je vais bien, ne t'en fais pas de Philippe Lioré. Oh là, d'accord, effectivement. Ah ouais, on a le podcast de tous les cinémas. Hein. Effectivement, je vais bien, ne t'en fais pas. Alors, que je me remette. Je vais te le remettre. Je vais te le remettre. C'est Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, voilà, c'est ça. Et dont le père est joué par le très sébillant Cadmerade. Cadmerade, enfin, c'est ça, exactement. Cadmerade, et c'est l'histoire, je vais te le remettre, tu l'as bien vu, hein. Oui, je l'ai vu, ouais. Je pense que c'est même un classique du cinéma français de cette époque, multi-césarisé. On est sur du cinéma très populaire, assez exigeant, mais très populaire en fait. C'est ça le paradoxe, qui est l'adaptation d'un livre d'Olivier Adam. Tout à fait. Et du coup, c'est un drame, puisque voilà, même s'il y a Cadmerade, effectivement, c'est Cadmerade sans Danny Boone. Donc attention, les enfants, ne vous trompez pas quand vous sélectionnez le film. Sans Danny Boone et sans Olivier Barou, son compère d'avant. Tu te souviens, KDO, cette bonne époque. Tout à fait. Non, alors là, c'est son Ciao Pantin à lui. C'est-à-dire que... c'est ça Ciao Pantin à lui, effectivement. Philippe Lioré disait dans les interviews qu'il l'a choisi parce que il a vu sa carrure. Et tu sais, il a un truc de... il est tellement grand, il se tient un petit peu voûté par moment. Et il a dit, c'est ça qu'il me faut pour mon film. Et effectivement, pour son film, jamais avant ce film-là, on aurait dit, pour jouer un père un peu dépressif et qui cache quelque chose et qui est sombre et qui est vraiment triste, de banlieue pavillonnaire française, t'aurais pas dit Cadmerade avant ça. Non, effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément la personne à qui on aurait pensé, et pour le coup, c'est un choix de casting vraiment pertinent, parce qu'il est très bon, en fait. Honnêtement, il est vraiment parfaitement en place. Je pense qu'il est bien dirigé aussi, hein. Je pense qu'il y a vraiment, je pense que du coup, on se rend compte là que Cadmerade, c'est un acteur qui, quand il est bien employé, bien dirigé, il peut faire vraiment des trucs très intéressants. Et effectivement, tu l'as dit, c'est une histoire de secret de famille. C'est Cadmerade donc qui vit en famille avec sa fille Lily, donc qui est jouée par Mélanie Laurent. Et Lily qui vit en Espagne, ou je sais pas si elle vit ou si elle est en genre. Je crois qu'elle est en vacances. Je crois qu'elle est en. Ah d'accord, ok. Il me semble dans mon souvenir qu'elle est en vacances ou qu'elle est en séjour. Voilà, enfin c'est. Genre séjour linguistique. Si elle fait l'auberge espagnole ou je sais pas quoi, et elle revient à la maison. Et ce qui se passe, c'est qu'elle ne trouve pas son frère jumeau, dont elle était un peu sans nouvelles. Et on lui dit que son frère donc a disparu. Il est disparu, parti c'est ça. Après une sévère dispute avec son père. C'est ça, c'est exactement. Effectivement, donc il y a ce contexte-là, et puis du coup, donc tu l'as dit, Lily était assez attachée à son frère, et et du coup, elle tombe dans une forme de dépression, en fait, c'est ça. Hein. Elle est internée à l'hôpital. Elle finit internée à l'hôpital. On la force à se nourrir parce que elle est anorexique. Voilà. Elle devient anorexique, du coup. Elle tombe en sous-nutrition et c'est dangereux pour sa vie. Et évidemment, tu peux comprendre pourquoi, parce que sans nouvelles de son frère, moi je trouve que la gémellité est un truc absolument fascinant quand ça arrive. Je suis fasciné par les jumeaux, que ça soit mes amis ou les enfants des amis. Il y a un truc complètement assez incroyable d'entente entre deux êtres humains, presque, c'est pas télépathique quoi, mais il y a un truc vraiment assez fascinant. Je peux complètement comprendre le sujet et surtout me rendre compte du drame qui est en train de se vivre pour le personnage de Mélanie Laurent. Voilà, et effectivement, à un moment donné, justement, voilà, il y a cette question, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, qu'est-ce qui s'est passé entre le père et le fils, pourquoi, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe, et à un moment donné, justement, Lily va partir en fait à la recherche de son frère.
Voilà. Et donc c'est l'autre grand, on va dire, tournant du film, c'est il va y avoir cette quête du frère disparu qui va s'enclencher, quoi. Et le truc qui se passe, c'est que la quête de son frère, tout d'un coup, il va avoir des lettres, des courriers de son frère au fur et à mesure, qui lui dit je suis ici, voilà, je suis à la recherche d'eux. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va aller mener l'enquête et elle va trouver. Il y aura des gens qui vont lui dire non, on l'a vu et tout ça. Donc voilà. Et il y a tout un vrai mystère qui est en train de se créer au fur et à mesure. Voilà, autour de ça. Et du coup, qu'est-ce qui a pu se passer? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette histoire et cette dispute, quoi? Alors, c'est pas complètement une révélation pour Mélanie Laurent, parce que Mélanie Laurent, elle a fait la même année, elle a fait Dick et Neck, elle était la petite amie à la fin, tu te souviens de Battre mon cœur s'est arrêté? Je sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. Oui, exact. Un film très bien classé chez nous, je crois. Tout à fait. Je regarde, il est 26e entre Collateral et Ip Man. Ce qui est très bonne place chez nous, hein, honnêtement. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a d'autres extraordinaires films devant lui, mais je pense que c'est un film qui, si tu me dis dans mon top film français de ces années-là, de Battre mon cœur s'est arrêté, c'est immédiat, j'y pense immédiatement. Je pense que c'est un grand classique de ces années-là du cinéma français. Je pense que c'est pour moi, c'est la vraie. C'est pas son premier film, mais c'est une vraie osmose avec Audiard à ce moment-là pour moi. Et alors, tu m'as même pas dit, est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'as aimé ce film? Écoute, c'est un film que j'ai bien aimé. Je pense qu'il aurait peut-être mérité parfois d'être un peu plus, je sais pas si c'est un peu plus court ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est qu'effectivement, le mystère, je trouve que, je sais pas comment c'est dans le roman, mais dans le film, à un moment donné, tu le perces finalement, je trouve, assez vite. Et du coup, je trouve qu'il y a à partir du moment où tu comprends ce qui se passe, le film piétine un peu. Voilà, il y a peut-être on va dire cet excès d'emphase qu'il peut avoir à certains moments. Mais néanmoins, je trouve que c'est quand même un film plutôt réussi. Les acteurs sont vraiment bons. Et voilà, il y a quelque chose dans cette obsession finalement de cette sœur pour son frère qui est quand même très touchant, quoi. Et il y a un peu quand même de réussite dans le casting, parce que Mélanie Laurent, elle est super dans ce film. Elle est vraiment ultra touchante, tu la vois troublée mais décidée, vraiment. Elle joue de manière assez très convaincante en fait. Moi, j'ai adoré Mélanie Laurent, et elle a eu un César du meilleur révélation, alors que bon, on l'a déjà vu dans Dick. C'était là, elle avait doublé la petite fille, elle a doublé une des deux filles dans Totoro. Si tu te souviens, donc ah oui, donc vraiment c'est très genre elle a comédienne, elle a ça dans le sang. Et il y a Cadmerade dont on a parlé, et Cadmerade et t'as complètement raison, c'est un super acteur quand on l'utilise bien. Le seul problème, c'est que dans les 20 dernières années du cinéma français, il joue un peu la figure patriarcale de la banlieue bourgeoise française, c'est-à-dire voilà, il joue toujours les mêmes trucs, et c'est vraiment dommage parce c'est vraiment un super acteur, quoi. Non, je pense que c'est un acteur effectivement qui peut donner plein de choses, et c'est vrai que du coup il a été un peu victime de ça, c'est-à-dire que du coup maintenant quand on pense à Cadmerade en rôle dramatique, on pense finalement à son rôle dans Je vais bien, ne t'en fais pas, quoi. Voilà, et d'ailleurs, je tiens à dire que je trouve que le titre est super, donc le titre du bouquin, il est vraiment ultra efficace, genre tout est dans le titre, il y a un truc de drame, mais pendant ces années-là, les Guignols s'en sont donnés à cœur joie parce qu'ils faisaient plein de faux titres, genre Je vais bien, ne t'en fais pas, Appelle-moi quand tu reviendras, ils en ont fait, et genre, et tu sais, ils faisaient des pastiches, c'était une bonne époque pour eux, et ils faisaient des pastiches de films, genre avec des fausses affiches, à l'entrée des cinémas, et c'est que des cinémas français avec que des je suis pas désespéré mais un peu, tu vois, c'est genre c'était que des parodies comme ça, et honnêtement c'était assez drôle, mais c'est né à cause du succès incroyable de ce film. Oui, et du succès, et d'ailleurs c'est drôle parce que ce film là, un peu comme finalement certains autres films, a aussi été propulsé par sa bande originale, puisque je sais pas si tu te rappelles, mais on entendait partout à la radio ou ailleurs la chanson de Aaron, U-Turn.
Alors, moi, qui j'ai est- découvert Aaron post-factum en me disant c'est qui ces gens qui chantent la chanson. Voilà. Bah moi je connaissais pas non plus en fait. Et honnêtement, je ne connais que cette chanson-là d'eux, mais le fait est que je la connais, c'est-à-dire que la chanson U-Turn entre parenthèses Lily est utilisée dans le film, et la chanson était un véritable tube à l'époque, donc t'avais vraiment la convergence des deux quoi. Le film a propulsé la chanson, la chanson a propulsé le film. Enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre du phénomène effectivement quoi. Et d'ailleurs, on le voit apparaître je sais pas si c'est un groupe ou si c'est un chanteur seulement. Je crois que c'est un duo, il me semble. Mais on voit apparaître le chanteur dans le rôle du pote qui va lui dire non, j'ai pas vu. Écoute cette chanson, il l'a composée pour toi. Il y a un côté pré-placement pour lui, mais par contre qui se fait de manière assez naturelle en fait dans ce film. Finalement, t'as voilà. pas l'impression que c'est vulgose quoi. Non, effectivement, sur le coup, en fait, c'est là où c'est bien joué, c'est qu'effectivement, c'est rigolo quand tu sais post-factum ou quand tu peux aussi très bien connaître l'artiste avant, mais c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne gâche pas le film, c'est-à-dire que ça te sort pas du film, il y a pas, voilà, c'est vraiment intégré au film, et le fait que ce soit effectivement le compositeur, vraiment le compositeur de la chanson, ça rend le truc vraiment rigolo, quoi. Et pour te dire, parce que je m'étais documenté à l'époque, le roman original, puisque tu disais comment ça se passe dans le roman original, le roman original, il se passe pas du point de vue de la fille, mais il se passe du point de vue du père. Et ça change complètement. Ah bah ça change complètement, oui. Ah, c'est plus le même film. C'est plus du tout. Oui, effectivement, c'est plus la même histoire du tout, effectivement là. Il y a plus l'asile, l'hôpital. Il y a plus plein de choses. Et le film a été adapté par Lioré lui-même et par Olivier Adam aussi, donc l'auteur du bouquin. Et alors on en reparlera Lioré parce que c'est quand même un mec qui vraiment il a éclaté avec ce film-là. Mais c'est un mec qui va quand même refaire parler de lui en faisant Welcome et quand même qui va faire du cinéma assez engagé en fait au fur et à mesure, des espèces de drames sociaux mais en même temps ancrés dans la réalité. Il y a un truc assez intéressant chez Lioré en fait que je découvre avec Je vais bien, ne t'en fais pas, parce que au-delà de ça on pourrait dire que c'est aussi le drame, je sais pas, c'est la dépression pavillonnaire aussi qu'on est en train de tu sais, dans les années 2010, on a beaucoup parlé de It Follows, et je trouve qu'il y a un côté très It Follows là-dedans, en fait, de montrer cette espèce de France périphérique, de France périphérique qui ne se déroule que de là-dedans et qui va au maximum dans la ville d'à côté pour prendre des vacances. Il y a un truc très particulier là-dedans, en fait. Ouais, effectivement, ouais. Et je voulais ajouter un dernier truc, c'est que il a eu le sens du casting pour les deux principaux, mais il a eu aussi du nez pour d'autres comédiens, dont Aïssa Maïga et Julien Boisselier. Alors pourquoi je parle Julien Boisselier, c'est le kink absolu de mon ami Hugo qui est chroniqueur à MDR avec moi. Et aussi une des têtes pensantes du groupe Calmos, tu sais, la chaîne vidéo Calmos, qui a beaucoup fait parler d'elle parce que ils ont fait une super vidéo sur OSS il y a pas si longtemps. Et Hugo, lui, il a un kink absolu sur Julien Boisselier. Alors que moi, quand j'entends Julien Boisselier, il y a un truc avec sa voix un petit peu aiguë et nasillarde. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Il y a un truc. Et Julien Boisselier, c'est vraiment le mec du cinéma français pendant des années. C'était le mec un peu des seconds rôles, et il fait plein de comédies, quoi. Il fait plein de comédies, mais il fait aussi des films un peu sérieux. Donc oui, non, il y a vraiment du nez dans ce casting. C'est un film qui a eu la vista au bon moment, je pense. Ouais, il y a un truc là-dedans. Alors, on va le classer peut-être. On va le classer, effectivement. Où on va mettre ce pur mélo. Je regarde. Je trouve ça mieux que 8 femmes, quoi qu'il arrive. Il est où 8 femmes? 95e. Ah oui, moi je voyais ça plus haut. Ouais, je voyais ça plus haut. Je pense que j'irai pas au-dessus de The Road. Il est où The Road? The Road, guide mon regard. 71e. Ok, oui. Moi je le mettrais. Moi je le mettrais juste en dessous de fucking Kassovitz en fait. 83, entre 83 et 84. Au-dessus de Ghost in the Shell 2, mais en dessous de fucking Kassovitz. Ça me va, écoute, tu sais, moi, on est Innocence, je suis un peu plus Ghost in the Shell 2 que toi, mais
Mais écoute, ça me va. Alors, par contre, ça nous fait des titres à rallonge. Je vais bien... Ah, merde. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé printemps, automne, hiver. Putain, en plus, c'est un bon autre titre à rallonge. Je vais bien. Est-ce qu'il y a une virgule? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je vérifie, attends, l'orthographe du titre. Est-ce qu'il y a une virgule? C'est Je vais bien, ne t'en fais pas. Voilà. Très bon titre, mais ultra parodié dans les Guignols à l'époque. Deuxième film de cette liste, qui est encore, je te rappelle, Est-ce que ça finit bien? Est-ce que ça finit bien? C'est ça. C'est Ensemble, c'est tout de Claude Berry, et je crois que c'est le dernier film de Claude Berry. Ensemble, c'est tout. C'est vrai que ça aussi, ça fait un titre de film français. Mais ouais, sauf qu'il y a un truc un peu radical de c'est tout, c'est fini, c'est voilà. Ensemble, c'est tout. Tout à tel point que c'est Audrey Tautou. Voilà. Du coup. Oui, et pourquoi j'ai eu l'idée de ce film, c'est Ensemble, c'est Tautou. Oh, très beau. Tu veux que je te dise bravo? C'est ça que tu veux? Oui, je veux que t'entendes dire bravo. J'ai lu un chouette article il y a pas si longtemps sur le fait que Audrey Tautou est un peu disparue du cinéma français en fait. Elle s'est éclipsée. Et que la pression, on attendait d'elle toujours d'être la nouvelle Amélie Poulain. On attendait d'elle d'être une super actrice, mais ouais, non, elle s'est éclipsée pour élever son gamin, et aussi parce que je crois que c'est une nana qui en a absolument rien à foutre de tout la manière de vendre le cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer la comédie. Je crois, hein. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce portrait. Donc Audrey Tautou, mais aussi Guillaume Canet. Aussi Guillaume Canet, effectivement, voilà, qui sont ensemble, c'est tout, mais qui sont ensemble sur l'affiche au premier plan, alors que finalement le film est un quartet, vu que c'est on va dire un mini-film choral. Puisqu'on va suivre, on a 4 personnages principaux, et qui a une histoire de destin croisé finalement entre eux, quoi. Alors moi je me souviens pas du 4e, je crois que c'est une personne âgée en fait, non? C'est ça, exactement, c'est une personne âgée qui est la, comment s'appelle, la grand-mère de Guillaume Canet en fait. Ah mais oui, c'est sa grand-mère, il s'en occupe, ouais. Il s'en occupe. Incarné par Françoise Bertin qui nous a quittés en 2014. Voilà, donc et qui effectivement est une vieille dame, mais qui est encore plutôt alerte, voilà, qui est quand même fragile, voilà, elle joue ce personnage-là, et je pense qu'il y a c'est un personnage qui est très important pour Claude Berry, je pense qu'il y a une certaine projection de Claude Berry dans le personnage justement de la vieille dame dont je me rappelle plus le nom pour le coup. Oui, c'est sa mamie, hein, il l'appelle mamie, hein, dans tout le film. Et c'est adapté d'un roman, encore une fois adapté d'un roman de Anna Galvalda, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Alors on parle de 2007, mais que j'ai découvert à ce moment-là, puisque c'est un film d'Anna Galvalda, et en fait que déjà en 2007 c'était un phénomène littéraire incroyable qui vendait déjà à des millions d'exemplaires. Je n'ai jamais lu d'Anna Galvalda, mais si je mentis, je sais pas si je peux juger son œuvre juste sur ce bouquin, enfin sur ce film adapté de ce bouquin. Je suis pas sûr que ça soit ma sauce. Bah écoute, je me garderai bien effectivement. Je n'ai pas lu le roman, je n'ai lu aucun roman d'Anna Galvalda, ou en tout cas aucun qui me vient en tête. Donc je ne sais pas trop. Je mets des doutes, hein, des bémols. Je n'ai pas lu. Et en fait, on n'a même pas dit, mais c'est vrai que le dénominateur commun de ces 4 personnages, c'est qu'en fait, ils vont tous vivre dans le même immeuble. Je crois que le personnage d'Audrey Tautou, c'est une femme de ménage, je crois, il me semble, donc qui travaille dur et qui a des horaires compliqués. Le personnage de Guillaume Canet, c'est que c'est un espèce de célibataire endurci, dragueur, machin. Complètement con, un peu baiseux, mais ouais. C'est Guillaume Canet, hein. C'est genre, voilà. il fait tout à la fois, il est à la fois sympa, mais à la fois déconneur, à la fois voilà, à la fois insupportable, mais à la fois grand cœur. C'est genre, on peut dire que c'est déjà, en Guillaume Canet dans ce film, c'est déjà tous les petits mouchoirs en une seule personne. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment ça. Donc la vieille dame, c'est la grand-mère de Guillaume Canet qui parce qu'au début il la laisse à la maison de retraite, mais il culpabilise, il la ramène, enfin voilà. Et le dernier personnage, c'est je sais plus comment il s'appelle non plus, mais c'est un aristocrate un peu oui. Moi je le sais, je sais qui est ce mec. Il est incarné par Laurent Stocker. Depuis que j'ai vu ce film,
Laurence Stocker qui a eu un César pour ce film. Moi, c'est pas possible. Ce personnage-là, c'est genre, il s'appelle Philibert. Voilà, il s'appelle Philibert, c'est ça. Comme le magasin de jeux de société. Exactement. Je sais pas, que je connais pas le magasin de société. Et il la joue, mais genre, mais tu sais, genre notre pape. En plus, je crois que mon désamour pour Laurence Stocker vient de là. En fait, je crois que je ne supporte pas Laurence Stocker en tant que genre pas parce qu'il est en tant que concept. Je crois c'est un mec de la comédie française en plus. Déjà, il y avait marqué sur l'affiche de la comédie française. Donc c'est sans doute un grand gars de théâtre, sans doute un gars qui maîtrise le théâtre beaucoup plus. Enfin vraiment, c'est un gars de théâtre. Mais alors au cinéma, j'ai un vrai souci avec ce gars. Je sais pas, j'arrive pas à me comprendre son deal en fait. Il a l'air, je comprends pas la taille qu'il fait, je comprends pas ce qu'il joue, je comprends pas ce type. Et à chaque fois que je l'ai vu dans un film, à chaque fois je l'ai haï. À chaque fois, je sais pas, parce qu'il surjoue de manière théâtrale. Quand je l'ai revu dans. Il a un peu le défaut, c'est vrai en fait, pour moi, il a un double défaut, c'est qu'il a le défaut de certains acteurs de la comédie française, et je dis certains, parce que Laurent Lafitte est un acteur de la comédie française, et c'est peut-être mon acteur français préféré, mais lui, il a ce problème-là, c'est effectivement, il joue comme dans une pièce de théâtre classique, et en plus, là, il joue un aristocrate, c'est-à-dire que vraiment, il y a un côté, en fait, où t'as l'impression qu'il s'est dit, eh ben, ça tombe bien, je vais imiter Claude Rich. Et vraiment, et Claude Rich, qui est un acteur qui est génial, pour le coup, moi j'adore Claude Rich, et je trouve que c'est un acteur super subtil, mais tu sens que lui s'est dit, moi je vais imiter Claude Rich dans Les Tontons Flingueurs, et en fait du coup tu vois cette imitation, et c'est vrai que le personnage est, je trouve aussi effectivement, est fait très très artificiel, quoi. Il est artificiel, on a l'impression que c'est un personnage qui n'existe pas. Ouais, qui peut pas exister dans la vraie vie, il y a quelque chose comme ça, effectivement, je suis d'accord. C'est peut-être aussi parce qu'il a été écrit comme ça, mais c'est un trait que j'ai vu dans toute la carrière de Laurent Stocker. Ensuite, il va faire Stocker, le code... attention, parce que Laurent Stocker, oui, c'est pas le même. Laurent Stocker, voilà, il va aller en prison s'il continue. Il est en Russie. Mais quand je l'ai revu dans Le Code a changé, il est horrible. Je l'ai revu dans un film d'Emmanuel Mouret. Alors, personne nous a envoyé de film d'Emmanuel Mouret, je crois. Mais tu te souviens, je t'ai parlé d'une menace. Non, mais faut pas. Eh ben, c'est ça, il est joué dans le film que je déteste le plus dans la vie de cette décennie, quoi. C'est mon Emmanuel Mouret, je veux le dire, c'est ma ligne verte des années 2010, hein. On est à ce niveau. À chaque fois qu'il joue dans quelque chose, je trouve ça horrible, en fait. Je pense qu'il doit être génial au théâtre, mais alors au cinéma, j'y arrive pas. Je tiens à dire que j'ai en DVD son pire film. Enfin, c'est peut-être pas son pire film, mais son pire naufrage. C'est un film qui s'appelle Les Naufragés, et c'est un film qui, on rentre quand même dans le cœur de la des comédies françaises. C'est quand même mon dada, hein, tu le sais, Stéphane. Oui, je suis au courant, ouais. Ça va être ton dada bientôt. Est-ce que tu connais Les Naufragés? Non, alors c'est un film extraordinaire. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce genre de question, il n'y a aucune bonne réponse. C'est un film horrible. Honnêtement, j'adore mentionner ce film. J'ai peut-être mentionné au cours de nos 140 épisodes avant, mais je sais pas pourquoi je l'aurais fait, mais là je vais le faire parce que j'adore parler de... D'abord, c'est une comédie avec Daniel Auteuil et donc Laurent Stocker. Pas Stalker, mais Stoker, et à la photo Thierry Arbogast qu'on adore, qui est toujours dans les... Et je pense que une de ces trois personnes a dû prendre un paquet de billets. Je dis pas qui, mais je pense que, regarde du côté du rôle principal, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise. Joué par Daniel Auteuil, évidemment, irascible, un sale connard et tout. Et son avion échoue sur une île déserte avec Laurent Stocker. Est-ce que t'as pas idée d'un pire film cauchemar que Daniel Auteuil et Laurent Stocker sur une île déserte? Sur une île. Effectivement. Ils sont coincés tous les deux et ils commencent à se détester. Et il y a les pires CG que j'ai jamais vus, à savoir Daniel Auteuil qui se bat contre un crocodile. Honnêtement, c'est d'une nullité. C'est d'une
nullité. Honnêtement, c'est un film extraordinairement nul. Et le truc, c'est que, et là, j'en appelle à mes amis de Nanarland, parce que je pense que c'est un nanar. C'est un film qui a eu genre 200 000 spectateurs. Tu pourrais dire 200 000, c'est pas mal. Sauf quand t'as 16 ou 17 millions de budget. Oups. Et genre, ça a été... Ah non, je retire. Il a pas eu 200 000, il a eu 100 000 spectateurs. Oups. Non, et genre, c'est une catastrophe que je recommande parce que c'est un film anthologique, quoi. C'est un film comme on n'en verra plus jamais. Et voilà pour ce moment Laurent Stoker. Je sais pas si c'est un auditeur, je sais pas si c'est un donateur Patreon, mais je suis désolé. Mais en tout cas, ouais, s'il l'était, il l'est plus là. et en tout cas, au théâtre, tu dois être mortel. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui donnent au milieu du podcast patreon.com/rpu et qui permettent qu'on garde la lumière allumée et aussi qu'on ait des sympathiques choses à recommander en fin d'épisode, n'est-ce pas Stéphane ? Tout à fait. Donc merci à vous tous, patreon.com/rpu. Tu t'imagines, on fait le point commercial au milieu d'épisode. Je suis désolé, je me suis un peu emporté parce que c'est un peu les comédies françaises et que tu sais que ça me tient à cœur. Voilà, tu t'emballes, voilà. Mais là, je regarde la filmo de Laurent Stoker, il a joué dans Garde alternée avec Didier Bourdon. Écoute, je pense qu'il est temps d'arrêter de se faire du mal et de faire du mal aux auditeurs. Il a joué dans J'accuse de Roman Polanski et dans Adieu les cons d'Albert Dupontel. Quel filmo! Il a une filmo incroyable, ce garçon. Bref, ensemble c'est tout. Revenons au sujet. Ensemble c'est tout. Est-ce que tu aimes ce film? Toi, vas-y, lâche-toi. Moi, je fais le pause. Écoute, il y a en dehors effectivement du personnage de Laurent Stoker, je trouve qu'il y a un truc assez attachant au niveau des personnages, notamment de ce qui se passe entre le personnage d'Audrey Tautou et la grand-mère en fait. Je trouve qu'il y a un truc assez intéressant qui se joue là. Moi je suis pas archi fan d'Audrey Tautou, hein, je dois l'avouer. Je trouve qu'elle joue tout le temps de la même façon et je ne supporte pas sa voix. Ouais, c'est viscéral chez toi. Ah oui, c'est, tu vois, genre, imagine, ma kryptonite, c'est la SMR Audrey Tautou. Tu vois. Là, tu me tues, mais sur le champ, je me désintègre. Mais là, je trouve qu'elle s'en sort pas si mal dans ce rôle-là. Après, le truc, c'est que, ça fait vraiment film à gros sentiments, gros sabots. Grosse tendresse. C'est grosse vraiment... tendresse. Donc c'est pas ça fait, le film est pas détestable dans voilà, ça fait du bien d'avoir des sentiments positifs, machin. Il a quand même l'élégance de pas durer 3 heures. Aussi ouais, mais c'est 1h30 de Laurent Stoker. Hein. Voilà, mais effectivement, il y a un truc voilà, vraiment de guimauve qui fait là aussi très artificiel en fait. C'est vraiment un film où j'ai du mal à croire finalement au récit qu'on me dicte, et bon, c'est mignon, mais voilà, c'est vraiment ça va pas très très loin non plus, quoi. C'est pas un film que, voilà, il y a des films guimauve que je trouve insupportable au plus haut point. Là ça se maintient à peu près à flot parce qu'il y a quelques personnages qui fonctionnent, mais non. c'est pas un film, voilà, que je verrais avec plaisir ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un film, voilà, c'est un film d'ennui poli, on va dire. Toi, tu dis qu'il y a quelques personnages qui fonctionnent. Moi, j'ai du mal. Et je pense que le personnage de Philibert, cette espèce d'aristo en nœud papillon, c'est le pire personnage du film, quoi. Parce que tu vois, au moins le personnage de Guillaume Canet, je trouve que, enfin, tu l'as dit, c'est proto les petits mouchoirs, enfin, c'est Guillaume Canet, c'est de la Guillaume Canet exploitation en fait. Mais je trouve qu'il y a quand même il a un côté assez humain finalement, ce personnage. C'est cette espèce d'en même temps fait que tu l'apprécies ou pas, ça c'est deux choses différentes. Mais je trouve qu'il y a un truc qui fait que j'arrive à croire que ce genre de type-là puisse exister. Le personnage de Laurent Stoker, vraiment, ouais, il y a ce côté hyper artificiel où je rentre vraiment pas du tout dedans, quoi. Passons sur le pantalon écossais de Laurent Stoker. Il y a un truc, c'est que vraiment les personnages secondaires, tu vois, quand on voit toutes les bonnes rom-coms qui nous viennent d'Angleterre, bah on est très loin de tout ça en fait. Et alors le personnage, oui, complètement, ouais. En fait, j'ai un vrai problème en plus avec ces gens très très riches
qui lui, Philibert, évidemment, il est d'une famille noblio, mais lui, comment il s'appelle, Canet, il vit dans l'appartement familial. Il est à la fois, je sais plus, il est pas chef, il est pas cuistot ou un truc comme ça, mais en même temps, il possède un appartement gigantesque. Et alors, il le joue, mais alors de manière méga beauf en fait. Et je comprends pas comment une amitié peut exister entre des gens si artificiels. Et alors, je me souviens de ce moment où il met la musique à fond. Alors, je me souviens pourquoi. Parce que c'était Hard to Beat, qui était un peu le tube radio de pop anglaise de l'époque par le groupe Hard-Fi. Ça te dit rien, toi? Absolument rien. Mais alors là, c'est genre... Wow. Ça, c'est pas dans Rocktogone, hein, ça, je crois pas. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas dans Rocktogone, ça, c'est sûr. Mais pourtant, moi, qui étais vraiment dans un peu période rock anglais, j'étais curieux, je me souviens très très bien de ce moment, en me disant, placement musique qui marche. Mais lui, il est insupportable, il est du genre, je fous la musique à fond, c'est de la bœuf, j'ai le droit de fumer si je veux, qui c'est qui a fini mes chocs à pic, il est vraiment, c'est à ce niveau-là je me rappelle plus, mais c'est possible, hein. C'est un film que je déteste, donc j'ai une bonne mémoire pour les films que je déteste. Remember la ligne verte, hein. Et du coup, je crois qu'elle fait des ménages, en fait. Elle fait des ménages dans la nuit, je crois, un truc comme ça, enfin... Elle décide de s'occuper de la mémée de Canet, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, du jour au lendemain, ils deviennent potes. Et alors la fin, est-ce que tu te souviens de la fin? Absolument pas. Parce que justement, c'est un peu le problème que j'ai avec ce genre de film, c'est que c'est des films qui pour moi n'ont pas de fin. Parce qu'en fait, il y a pas vraiment d'enjeu, et du coup, je ne sais, enfin tu vois, je me souviens plus du tout de la fin, quoi. Alors moi, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'est très très nul. Ils sont à Gare du Nord, donc à l'Eurostar. C'est l'un des deux doit partir, et puis tu sais, parce que finalement il y a l'engueulade, tu sais, du fameux deuxième tiers, troisième tiers du film, comme toutes les rom-coms. Et il s'appelle, et c'est genre vraiment, on dirait que la pub ça a été sponsorisé par Orange, tu vois, c'est genre tu sens le sponsor presque. Et il fait je me casse, et il fait oh non t'en vas pas, et si je m'en vais, et l'autre il fait oh non alors que c'était si bien. Et l'autre il fait ouais non reste, et il fait tu pleures, non je reste, et c'est genre d'accord je reste, ok cool. Et ils se retrouvent à Gare du Nord et ils s'embrassent. Et évidemment c'est un film pas du tout, tu vois. Alors là waouh. C'est horrible honnêtement. Moi j'aime bien les films feel good, mais à un moment il faut me vendre quelque chose qui me touche, et quelque chose qui a une espèce de cohérence. Moi les gens qui partent sur un coup de... Enfin, c'est pas qu'ils partent sur un coup de... Mais ces gens n'existent pas pour moi, en fait. Il y a aucun moment... Pourtant, on voit leur décor, on voit comment ils vivent, on voit leur truc, mais ces gens, ils n'ont aucune attache avec la réalité. Je sais pas si c'est un problème du bouquin ou du film. Et je rappelle, je crois que c'est le dernier film de Claude Berry. Ça, je ne pourrais pas te dire... non, il a réalisé Trésor, sorti à titre posthume, je pense. D'accord, ok. Mais voilà, c'est son dernier film complet, et je pense que dans sa vie, à Claude Berry, il devait avoir un sens à tout ça. Ah mais je pense, mais comme dit, pour moi le vrai truc qui, je pense, a intéressé Claude Berry, c'est le personnage de la grand-mère, en fait, et cette relation qu'elle a avec les autres, en fait. Et je pense que c'est ça, lui, qu'il avait capté, qu'il voulait faire à ce moment-là de sa carrière, en fait. Et c'est là où finalement je trouve le film est le plus intéressant, le plus réussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un film que je reverrai, quoi. Donc moi, j'ai pas souvenir d'avoir passé un mauvais moment, juste un peu osef, quoi. Mais en fait, souvent avec Claude Berry, il réalise des films en fonction de son humeur du moment, et je pense que penser à l'un reste, l'autre part, et tu vois, tu sens que c'est un truc important pour lui. Je sais pas si c'est pas une adaptation de bouquin, ça parle de quelque chose de sa life. Je pense que c'est moins vrai quand il fait Bienvenue chez les Ch'tis. Quand il est producteur, Claude Berry, quand il est producteur, c'est juste le producteur le mec qui a le nez creux, en fait. Voilà, c'est qu'il sait repérer les tendances. Astérix, Bienvenue chez les Ch'tis, voilà, même les trois frères aussi, je crois qu'il était impliqué dedans. Enfin voilà,
il sait le, on va dire le comment ça s'appelle, là c'est le nez du requin entre guillemets, qui sait flairer les bons coups. Effectivement, c'est pas la même, c'est pas du tout la même attitude et la même démarche que quand il réalise, voilà, quand il part sur un Germinal, Manon des Sources ou autre chose, quoi. Effectivement, c'est pas la même chose, quoi. Une filmo très intéressante quand même. Et en même temps, il a produit Bienvenue chez les... Son dernier film produit... Alors, ses 2 derniers films produits... Bon, il a produit Ensemble c'est tout, mais il a produit La Graine et le Mulet et Bienvenue chez les Ch'tis quand même. Eh ouais, bah voilà, tu vois. Tu t'imagines quelle carrière quand même, quelle carrière. Le grand écart des deux côtés et ma foi, et c'est là que tu vois justement quand je parle de requin, c'est qu'il sait repérer quand même le concept qui peut marcher, parce que les deux ont cartonné à leur façon et à leur échelle, quoi. Voilà. C'est clair. Alors, où est-ce qu'on va classer ce film ? T'as compris, je l'aime pas. Oui, j'ai compris ça. Désolé, Laurent. Par rapport à un autre film que tu détestes, genre Speed Racer, moi je le mettrais au-dessus. Non, moi je le mettrais au-dessus. Non, arrête les blagues. J'ai bien compris que c'était une blague. Je pense, attends, tu sais, quand je pense à ce film... C'est ça que j'aime bien, il y a certaines choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter avec toi, tu vois, il y a vraiment t'as des limites. Je pense à la détestation que me provoque ce film, je pense à au moins 21 grammes. Déjà, ça sera au-dessous de 21 grammes. Il est où 21 grammes 21 grammes est 202e, mais je crois que je préfère les choristes, 210e. Alors, je préfère 21 grammes aussi. Je préfère Quantum of Solace. Et je préfère un long dimanche... Non. Alors, à Audrey Tautou équivalent, est-ce que tu préfères un long dimanche de fiançailles ou ça ? Alors, je la trouve moins insupportable là-dedans que dans un long dimanche de fiançailles. Ah putain, c'est chaud quand même. C'est chaud parce qu'elle est vraiment... Un long dimanche de fiançailles, c'est... littéralement, on lui a fait, fais Amélie Poulain dans la Première Guerre mondiale, quoi. C'est là, si tu veux, en termes de dissonance cognitive, ça se pose là. J'ai aucun souvenir. Là, je trouve que c'est peut-être l'un des rôles où elle joue le mieux, en fait, pour moi, dans ce film-là. C'est un des rôles où je la supporte le mieux. Elle est très agaçante. Alors, moi, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je préfère Watchmen. Ouais, ok, bah ok. Oui, moi, je préfère quand... Ah, écoute, ça se joue entre avant ou après un long dimanche de fiançailles. Tergiversons pas, c'est Audrey Tautou exploitation. Écoute, moi, je déteste plus Quantum of Solace. Donc, est-ce qu'on la mettrait pas entre Hannibal et Quantum of Solace ? Non, je préfère Quantum of Solace. Je préfère... Si tu me dis revoir un film maintenant, je préfère revoir Les Rivières Pourpres 2 parce que ça me fait rire. Mais là, moi, voilà, je préfère revoir Ensemble c'est tout parce que Quantum of Solace, parce que déjà ça dure 1 heure de moins et que j'ai pas mal à la tête en sortant du film. Bon, fair enough. Tu vois ce que je veux dire. Fair enough, mais je préfère en tant que James Bond fan. Ok, d'accord. Ah oui, ça oui. Ensemble, virgule, c'est tout. Putain, il y a un truc avec les films avec les virgules dans celui-là. C'est les films à virgule, voilà. Effectivement. C'est les films français à virgule. Oh putain, voilà, c'est bon, on a le titre. Le dernier film de cette liste est un film un peu surprenant. Et alors, est-ce que ça finit bien ? Tu vas voir. C'est un film qui a cartonné en son temps et je l'avais un peu oublié. Et en fait, c'était un énorme succès. C'est Le concert de Radu Milanielenu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Je crois que les gens n'ont pas compris ce que tu as dit. C'est le concert de Radu Milanielenu. Oh. C'est le concert. Mihailanu. Non, je ne saurais pas le prononcer non plus. Et je suis désolé parce qu'en plus, moi j'ai beaucoup d'amis roumains qui m'ont appris beaucoup de mots de roumain. Et normalement j'y arrive, mais celui-là, il est Mihailanu. Ah, c'est bon, je l'ai. Si tu veux que je le refasse depuis le début. Non, ça va aller. Écoute, moi, c'est le film avec... c'est aussi Mélanie Laurent, du coup, dedans. C'est aussi Mélanie Laurent qui a eu du nez, quand même. C'est l'histoire de l'opéra, etc. C'est le Bolchoï, non Alors, je crois que c'est le Bolchoï, et en fait, il
il est licencié alors il protestait, et donc il quitte à tout jamais le Bolchoï, mais je crois qu'il est... Parce que, de toute façon, ça sert pas grand-chose parce que je ne l'ai pas vu, en fait. Tu l'as pas vu, d'accord, ok, d'accord, ok. Je vois le film que c'est parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un film dont on a beaucoup parlé au moment où il était sorti, mais je ne l'ai pas vu, du coup. Ok, d'accord, premier devoir de vacances. Je pensais que vu que c'était un énorme succès populaire, il est disponible sur plein de plateformes, mais payant. Alors, c'est un film compliqué parce que je me souviens, genre ma tante et ma maman, elles me disaient, oh regarde, c'est super. Et moi, genre les ficelles du film Doudou qui est bien plein de bons sentiments, j'ai parfois un peu de mal en fait. Pour les mêmes raisons que Ensemble c'est tout, mais je trouve ça beaucoup mieux qu'Ensemble c'est tout. Ouais, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas. Ok, bah écoute, je dégaine la liste des devoirs de vacances. Le concert. Et tu peux le regarder en famille, il y a pas de quoi. Il n'y a pas de... T'es con. J'essaie de me concentrer, il dit des conneries, là. Attends, c'est où déjà ? Putain, je cherche la liste des devoirs de vacances, elle est où ? Non, parce que si tu veux, les trucs qu'on regarde en famille en ce moment, c'est Terminator et l'Attaque des Titans, donc si tu veux, est-ce que vraiment ça rentre dans le cadre ? Je suis pas sûr. Vous regardez l'Attaque des Titans en ce moment ? Oui, tout à fait. Bah écoute, regarde le film que je t'ai envoyé pour toi et ta fille. Vraiment, ça va être super. Oui, je l'ai mis de côté là. On attend justement ce week-end. Je veux pour faire ce film avant qu'on change de décennie. Hein. Ouais, mais je l'ai mis de côté, t'inquiète pas, et je pense qu'on va le regarder ce week-end. Voilà. Et on a une grosse liste de devoirs de vacances. Hein. Eh oui, que veux-tu ? Va falloir que je m'y mette un petit peu. Hein. Je me dis un film par semaine au moins. Le concert. Hop, c'est bon. Et moi, je l'ai vu pour une fois. Hop. Et bah, c'est tout pour la liste de Sam. Merci Sam pour ta liste. Alors, je pense qu'on a largement le temps de se faire une deuxième liste. On a largement le temps. On est même pas à 1 heure là. On est à 50 minutes. Ah, c'est vrai, on a 50... Ah oui, c'est vrai que moi, je regarde le temps du bonus d'avant. Et oui, et non. Et oui, on est qu'à 50 minutes d'émission. On est qu'à 50 minutes. Est-ce que... tu sais quoi, il y a des moments où je me dis, faut qu'on rajoute des trucs dans la liste, dans nos listes de devoirs de vacances, parce que il va falloir un jour en parler. Et j'ai envie d'en parler. D'accord, okay. Je vois ce que tu veux dire. Les films que tu n'as pas vus, dont tu sais qu'il faudrait parler, mais que du coup t'as besoin d'une excuse pour les voir. Et ben du coup voilà. Exactement. Voilà, vous allez aider ma propre cinéphilie. Le seule chose que je dois dire, c'est qu'il y a un film sinon j'aurais pas choisi la liste. Il y a un film dans cette liste que j'ai vu. D'accord, ok. Bah écoute. Alors c'est une liste qui nous est envoyée par Guillaume Nottinger. Merci Guillaume Nottinger pour ta liste. Super nom, Nottinger, c'est vraiment ce genre. Ouais, ça claque plus que Boulet, ça c'est sûr quoi. Non, mais attends, c'est quoi ? On va pas dire merci à tous les gens qui ont un prénom meilleur que Boulet. c'est clair. Non mais c'est là où je suis dégoûté parce qu'à la rigueur, Benjamin François. Bon, bah c'est mieux avec Boulet, mais bon, à l'arrière, mais tu vois, Andreev, il y a un truc qui claque, tu vois. Andreev, ça fait mec qui se fait défoncer par John Wick, tu vois. Boulet, c'est Andreev, ça fait écrivain maudit en Russie qui vit et qui meurt dans la dèche. Hein, excuse-moi. Même Besnard, tu vois, ça fait méchant patron dans une comédie française de seconde zone, tu vois. Il y a un truc. Alors que Boulet, tu vois, c'est vraiment le nom de famille que personne n'a envie d'avoir, quoi. C'est un peu regrettable. Alors, on va y aller avec la liste de Guillaume. Je viens de marquer une petite pause. Je viens de me prendre ce qu'on appelle un cabanos, une espèce de saucisse venue de Pologne. Et elle est au chili et je viens de m'ébouillanter. C'est parti. Fini pour l'ASMR. Écoute, c'est une liste, donc la liste de Guillaume commence avec ce titre qui s'appelle 3 facettes de la 6e génération de réalisateurs chinois pour 3 films qui ne laissent pas indifférent. D'accord, ok. T'es prêt ? Un angle intéressant. Non, mais un angle intéressant, ma foi. Et alors attention, le premier film de cette liste, c'est un film de Wang Bing qui s'appelle À l'Ouest des rails. Ah bah je ne l'ai pas vu. Alors, et moi non plus, et tu sais pourquoi ? Parce qu'il faut savoir un truc. Wang Bing, c'est un piège, parce que la première fois que j'étais à Cannes, pour le premier festival que j'ai fait, on m'a dit « Ah, il y a le dernier Wang Bing !» Je dis « Oh, tu sais, genre, nom que je connaissais pas. »
Ah oui, bien sûr. Ah oui, le dernier Wang Bing. C'est parce qu'on dit toujours ça. Ah, c'est le dernier truc muche. C'est le. Oui, Alors oui, quand c'est je vois ce que tu veux dire, dernier, quand c'est le dernier Et Quentin Dupieux. t'as pas envie de passer pour un con, du coup, t'as fait ah oui. Non, mais quand c'est le dernier Quentin Dupieux à 8h30 du mat, tu y vas et bon, tu sais que tu seras pas en forme, mais c'est Quentin Dupieux. Ça va durer 1h20 et tu vas rigoler un petit peu. Wang Bing, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu savais pas? Wang Bing, à l'ouest des rails, est un film documentaire Ouais. qui dure 9 heures. Ah merde. Ah ouais. Ah ok. Ah oui, forcément, d'accord. Attends, oui. je regarde l'affiche, 551 minutes. C'est bon ça. Alors évidemment, il est connu maintenant du milieu, hein, tu vois, c'est genre. C'est ça, c'est genre. Tu te fais pas voir deux fois quoi. Mais alors, tu sais quoi, je suis sûr que les gens qui sont allés le voir, alors c'était le film en question. C'était lequel déjà? Je crois que c'était en 2018. C'était Les âmes mortes. Voilà, c'était Les âmes mortes. Un film qui dure presque. Il est un peu plus court, 495 minutes. Oui, d'accord, ça fait pas mal déjà, ouais. Mais en plus, c'est des sujets à chaque fois passionnants. Puisque là, ça parle de survivants de camps et tout ça, de camps de rééducation en Chine. Là, en l'occurrence, à l'ouest des rails, ça parle du monde ferroviaire chinois. Et c'est absolument passionnant. Et c'est comme, pour citer le film référence très long qui s'appelle Justice League, Zack Snyder's Justice League, c'est en 3 chapitres. Le premier, c'est Rouille, le deuxième, c'est Vestige, et le troisième, c'est Rail. D'accord, ok. Je ne sais pas comment regarder bien ce film, mais je le mets en devoir de vacances si jamais t'as le temps. Ouais, faudra un peu de temps, mais après, ouais, si c'est découpé en 3 parties, qui donc du coup a priori on doit avoir une certaine unité narrative, c'est peut-être plus facile aussi du coup, pour faire les pauses, etc. Bah oui, et puis il y a un autre truc, c'est que il faut, enfin, je veux dire, faut se dire que quand tu regardes ce film, t'as le temps de voir 4 autres films de rattrapage, quoi. C'est ça. C'est dur, hein, pour moi, en tout cas en tant que père. Je le note dans la liste à l'ouest des rails. Hop. Le deuxième film de cette liste, alors, je ne l'ai pas vu non plus. Tu vas te dire pourquoi j'ai pris cette liste. Parce que je voulais mettre du défi. C'est un film que je veux absolument voir. Et j'ai même envoyé un message à François Co en lui disant, écoute, il faut que je voie ce film, où puis-je le procurer? Le seul problème, c'est que le DVD est méga cher. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un de ces DVD imprimés en 3 exemplaires. Oui, c'est ça, ouais. Et qu'il y a... Et dont 2 chez François Co, du coup. Non, peut-être pas. Non, justement, je suis pas sûr, mais au moins que 1 ou 2 orders gardent jusqu'à temps qu'il y ait un mec qui craque et qui accepte de payer entre 40 et 80 euros. C'est une somme que le RPU ne mettra pas. Voilà, mais voilà, je suis prêt à voir ce film de toute urgence. Il s'appelle Les démons à ma porte. Est-ce que tu l'as vu? Les démons, non, je l'ai pas vu. Par contre, je connais le film de réputation. Enfin voilà, je connais ce film de réputation, mais je l'ai malheureusement pas vu, effectivement. Alors, c'est donc un film chinois et c'est un film qui se passe pendant la guerre russo-japonaise. Pendant la guerre, sino-japonaise, ouais. Excuse-moi. Et donc, je suis très intéressé par voir ce film. Vraiment, je suis très, très intéressé. Le seul problème, c'est que, et ça, je trouve que c'est un vrai mal de notre société moderne. C'est des gens qui achètent un truc, ils se disent, bon, il est sur mon étagère, mais je mets aussi sur Internet, et je le mets à un prix débile, et puis un jour, il y a bien un connard qui va accepter de le faire. Qui a accepté de raquer, quoi. Effectivement, la limite de ça, c'est qu'effectivement, comment s'appelle, le cinéma n'est pas envisagé complètement comme un patrimoine. C'est-à-dire que, on peut le tourner le problème comme on veut, c'est que ça reste un business avant tout. Et effectivement, tu peux te retrouver, alors là, c'est le cas avec ce film-là, mais c'est le cas avec beaucoup d'autres films, avec des films qui d'un seul coup disparaissent de la circulation pour le public, parce qu'il y a aucune logique de conservation au sens de service public, de mise à disposition, voilà, les fonds de catalogue les catalogues finalement sont dictés par des impératifs commerciaux, et je pense que ce genre de film là, si personne a envie de l'éditer, ben il peut disparaître comme d'autres films disparaissent ou sont introuvables pendant des années, machin, et voilà, et ça pose une vraie question. Moi je serais pour, honnêtement, que le cinéma soit considéré comme un patrimoine,
avant d'être un bien commercial, c'est-à-dire que t'es forcément un accès à un moment donné quelconque via une bibliothèque nationale, quoi que ce soit, de tous les films sortis en France. Enfin, tu vois, déjà rien que si on commençait par là, ce serait déjà un effort énorme, quoi. Ça pourrait être la vocation justement du service de VOD de la médiathèque française, justement de proposer finalement cette espèce de devoir de répertoire cinématographique en tant qu'art, art populaire, quoi. Et je pense que ça touche d'autant plus les films sortis dans l'ère entre 96 et 2002, c'est-à-dire cette époque de transition entre la VHS et le DVD. Et le DVD, ouais. Bah oui. À chaque transition technologique dans le cinéma, enfin en tout cas dans le cinéma, dans le home cinéma finalement, dans le cinéma à la maison, t'as toujours des pertes dans le catalogue en fait. C'est-à-dire des films qu'ils éditaient en VHS, qui font plus en DVD parce qu'en fait ils se sont rendu compte en VHS ça se faisait pas, et qui disparaissent d'autant plus en Blu-ray, etc. Et voilà, et à chaque transition on a des pertes comme ça, quoi. Donc après faut juste compter sur le bon vouloir à un moment donné des éditeurs pour sortir les trucs, et ça devient d'autant plus problématique qu'avec la VOD, quand t'as des positions de monopole en fait. À un moment donné, qu'est-ce qui peut forcer un Disney Plus ou un Netflix de sortir un film comme celui-ci, parce que de toute façon il y a personne qui va leur reprocher, donc voilà, c'est des problématiques qui sont larges, vastes, et auxquelles nous ne répondrons pas aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours dommage d'avoir des films qui disparaissent, effectivement, comme tu le dis, qui finissent sur des étagères de mecs qui ont même pas justement cette volonté de partage, qui se disent juste, bah si à un moment donné je peux faire un gros bénéfice dessus parce que quelqu'un est prêt à claquer 60 balles pour un disque en silicone, voilà. On a le même phénomène pour les jeux vidéo et les bouquins. Oui, tout à fait. Puisque les mecs, tout à fait. Ils dorment sur les bouquins, ils dorment sur les jeux vidéo, les Deluxe Pack, machin, tous ces espèces j'allais dire attrape-nigo, mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est des biens de consommation qui font plaisir aux gens qui les achètent. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière de les revendre ensuite en mettant plus cher et juste en attendant, c'est vraiment débile. En fait, ce qu'il faudrait, ça serait que il y ait la date de mise en vente qui soit indiquée à chaque fois. Comme ça, tu verrais le ridicule du truc. Le truc, il attend depuis 10 ans. 5-6 ans, et que personne ne veut payer pour ça. C'est pas le prix juste. Voilà pour ce rant sur l'industrie du DVD d'il y a 20 ans. Et maintenant, le dernier film de cette liste, écoute, c'est un film que tu possèdes. Ah, d'accord. Ah, tu te demandes, merde. Oui, de quoi il parle? Alors je pense, vas-y, que je possède dans un coffret. Dans un coffret. C'est un film que je t'ai offert au coffret. C'est Still Life de Jazz & Que. Et voilà. Et je peux te dire, et là, on est dans le très 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 grand cinoche. Eh ben, figure-toi que j'ai pas encore eu le temps de le regarder, malheureusement. Mais je me doute, parce que en plus, c'est un coffret donc par lequel tu commences. Je pense que Still Life est un de ses meilleurs absolus. Parce qu'en plus, moi, j'en ai vu quelques-uns de Jazz & Que, et celui-là, je ne l'ai pas vu. Et le fait est que le coffret, en fait, c'est pratiquement une intégrale, je crois. Donc il y a l'intégrale de l'époque. Il y a pas le dernier. Il y a pas le dernier, voilà ça. Mais il y a quand même beaucoup de films dedans, et du coup, j'ai pas eu le temps de me pencher sur ceux que j'ai pas encore vus, du coup. Alors, Still Life, mon ami, Still Life, c'est si tu aimes le beau cinéma, c'est-à-dire vraiment genre l'expérience sensorielle et plastique du cinéma, je pense que c'est un des plus beaux films de cette décennie. Hein. Écoute, c'est noté. C'est absolument incroyable. Et est-ce que tu veux que je te le pitch ou tu veux le découvrir? Non, je vais le découvrir. Je vais le découvrir sur le moment. Et je veux juste te dire, il y a un mélange entre réalité et fiction, en fait. Il y a une fiction, mais en même temps, ça se déroule à un moment précis de l'histoire de ce pays qui est absolument incroyable. Incroyable. Honnêtement, que ce film ait été fait en plus avec l'aval des Chinois, je me demande comment c'est possible. Comment c'est possible. Et c'est peut-être, tu vas te poser la question quand on en reparlera, quand tu l'auras vu. Mais voilà, si je vous engage, on n'en aura pas parlé sur cet épisode-là, mais Still Life, c'est du très 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 bon cinéma. Très bien. Eh ben écoute, c'est noté. On a noté donc 3... on a... Attends, c'est quoi déjà le deuxième? J'ai oublié déjà le deuxième. C'était... Les démons à ma porte. Les démons à ma porte. Il faut que je le note dans le démon à ma porte.
Et voilà, je lance un appel. Si vous avez une solution pour le voir, et on est prêt à payer. Hein. Attention, on peut payer. Moi, je suis pour que les ayants droit ou le gars qui possède le DVD c'est une vente. Mais par contre, faut pas, genre, à un moment, pas enrichir les connards sur Vinted ou voilà. C'est quoi 40 €, je pense que c'est la limite entre. Je dirais pas connard pour 40 €, mais c'est genre. Il y a de l'abus. Parce que moi, si j'avais un DVD et que quelqu'un en a besoin, je lui vends le prix que j'ai acheté, point barre, quoi. Mais c'est peut-être pour ça que je n'ai pas le sens du commerce. Peut-être. Je te propose de se terminer sur une autre liste où je suis sûr que tu as vu quelques films dessus. Eh bien, écoute, tant mieux. C'est une liste qui nous est envoyée par Marty de Comics Office. Merci Marty de Comics Office. Une liste qui date de décembre 2019. Et sa liste s'appelle Les affiches qui peuvent impressionner les gamins version motherfucker. Ok, d'accord. Et c'est une liste placée sous le signe de Samuel Jackson et je peux te dire qu'il a été productif cette décennie. Ah putain, oui, alors c'est pas forcément pour le meilleur. C'est pas forcément pour le meilleur et je sais pas par lequel commencer. Est-ce que je les mets par ordre d'arrivée ? Allez, je commence. Ah, c'est Shaft le premier. Ah, donc le Shaft remake. avec... Enfin, pas le remake, c'est pas un remake. Non, c'est pas le remake, en fait, parce que c'est une suite, puisque il y a Richard Roundtree... Non, enfin, c'est une suite, c'est un univers parallèle, je sais plus, parce qu'il y a Richard Roundtree qui joue dedans à un moment donné, mais qui joue pas le rôle de Shaft. Enfin, c'est un... Aussi, ou... Alors... si, il fait l'oncle de Shaft, c'est ça en fait. Si, c'est une suite parce que voilà, il y a Richard Roundtree, parce que il y a tout un bordel avec le nouveau Shaft qui est sorti sur Netflix l'année dernière, je crois bien. Effectivement, Richard Roundtree joue le Shaft original qui maintenant est un flic à la retraite et c'est l'oncle du nouveau Shaft joué par Samuel Jackson. Et le grand méchant, c'est Christian Bale du coup. Voilà. Le grand méchant, c'est Christian Bale, ouais. Voilà. Et je pense que c'est un bon méchant. Je pense que Thor sera réussi parce qu'il est le méchant du prochain Thor. Bah, tu demandes à Christian Bale de jouer un gros raciste plein aux as, je pense que c'est un tout petit peu l'homme de la situation. Voilà, s'il y a bien quelqu'un qui peut rentrer dans la peau de ce genre de personnage et être convaincant dedans, il l'a prouvé maintes et maintes fois, je pense que c'est lui, effectivement, il a le talent pour jouer ce genre de personnage épidermique, quoi. Et je me souviens d'avoir été un peu tilté à l'époque sur Jeffrey Wright qui joue je sais pas s'il joue un hispanique ou peut-être un mec de République Dominicaine, mais en tout cas ah oui, il joue le chef de gang, ouais. Effectivement, tout à fait, oui, ouais. Évidemment, c'est un film un peu hommage à la blaxploitation, enfin au Shaft original, et c'est une manière de faire de manière moderne un Shaft, c'est-à-dire ancré dans notre époque. Et donc, du coup, de le rendre peut-être plus violent. Je sais pas si c'est vraiment ça le... Bah, je sais pas. Le truc, c'est qu'en fait, il y a cette idée que le Shaft nouveau, là, il a conscience de qui est le Shaft ancien, vu que c'est son oncle et que c'est une légende, etc. Il y a tout cet aspect-là de vouloir jouer avec l'aura du personnage original, mais en lui appliquant les codes des films de Jet Li des années 2000, quoi. Il y a un peu de ça. Tu sens qu'il y a eu l'influence du film de Hong Kong moderne, c'est-à-dire pas le film adjacent de la blaxploitation, c'est-à-dire le film de Bruce Lee, quoi. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le cinéma à cette époque-là, et qu'il y a une volonté de moderniser les codes. Voilà, une volonté, effectivement, voilà, de le faire un peu plus, comment dire ? Oui, c'est ça, actuel, plus en phase avec son époque. Voilà, j'aurais pas trop décrire le truc parce que le fait est que j'ai quand même un problème avec celui, c'est que je trouve que le résultat est quand même globalement raté. Je trouve ça horrible et j'y allais genre voilà. Excité, hein, parce que je me disais oh putain c'est Shaft et tout, parce que à l'époque j'étais quand même j'ai eu ma période d'exploitation où je me suis intéressé à ça et tout, et là j'ai vu ce film et j'ai fait et tu sais en plus j'y allais en me disant il y a Samuel Jackson. Et c'est Samuel Jackson en plus pré Jedi, quoi. Ouais, donc t'as pas encore eu le temps de voir ce que ça devient Samuel Jackson mal employé dans un film. Et là j'étais
tellement déçu par ce film. C'est vraiment une grosse déception cinéma pour moi. Bah c'est la chute continue de John Singleton en fait, puisque voilà, je sais pas le dire parce que John Singleton décédé récemment d'ailleurs. Oui, en plus, ouais, c'est vrai. Il avait l'air d'être un gars adorable, mais je suis. Bah ça, sans doute. Mais voilà, ce qu'il faut revenir. Je suis pas fan de sa filmo. John Singleton, c'était quand même un type qui s'était fait remarquer avec Boys in the Hood dans les années 90. On en reparlera un jour. On en reparlera un jour. Et donc, il y avait quand même cette aura de se dire, ouais, John Singleton qui revient sur un personnage comme Shaft, il y a moyen de faire un vrai brûlot en fait quelque part. Voilà, c'était un des réalisateurs de cette nouvelle blaxploitation des années 90 qui a pas duré très longtemps en fait, qui se concentre sur finalement assez peu de films, puisque la plupart ont finalement et c'est ce qui s'est passé avec Singleton, été récupérés par le système. Et là on s'est dit effectivement il y a tout qui est prêt, c'est-à-dire que il y a Samuel Jackson post Die Hard 3, post Pulp Fiction, c'est-à-dire voilà, Samuel Jackson qui commence à être quelqu'un qui a prouvé vraiment des choses au cinéma et qui devient une star. On a John Singleton qui est là, qui vient de ce cinéma un peu militant. On se dit tout est en place pour que ça fonctionne bien, et en fait c'est une catastrophe quoi. C'est avant qu'il bifurque dans Too Fast Too Furious. Hein. Oui, c'est juste avant Too Fast Too Furious, mais là c'est vraiment bon, les films post Boys in the Hood étaient pas terribles. Il avait fait un truc avec Janet Jackson. Janet Jackson, voilà. Et tu sais quoi, c'était pas bien, non. Voilà. Mais tu peux dire justement c'était pas bien parce que c'était un film au service de Janet Jackson. C'est le film avec Tupac Shakur en plus. C'est le film avec Tupac Shakur, exactement. Ah, tu sais que j'ai une tendresse pour ça alors. Mais moi je suis désolé. Hein, oui, mais c'est plus pour la nostalgie. C'est vraiment de Tupac, le film. voilà. Genre à l'époque je devais avoir 16 piges et ça m'intéressait quoi. Donc tu pouvais dire là il y avait moyen qu'il remonte la pente, etc. Et en fait c'est une catastrophe. Et tu parlais du fait que ce soit actuel. C'est en fait le problème du truc, c'est que c'est un film qui reprend, je pense, les pires en termes esthétiques, hein, le pire des années 2000. C'est un film qui était visuellement ringard au moment où il est sorti, avec tous ces effets complètement pourris, cette espèce de théâtralisation qui fonctionnait pas du tout, et qui perdait justement tout le côté un peu âpre et sensuel du Shaft original en fait. Voilà, le Shaft original c'est un film qui globalement quand même sentait plutôt bien la rue en fait. C'est un film qui était fait évidemment pas avec les mêmes moyens, pas du tout à la même époque, mais qui avait un côté voilà proche de la rue, un peu viscéral, un peu sensuel aussi. Là c'est vraiment la machine de studio, complètement sans âme, avec plein d'effets de mise en scène et de montage qui sont hyper usants dès la deuxième minute. Samuel Jackson, qui fait du Samuel Jackson, mais le film a rien à raconter. C'est super chiant aussi. C'est ce qu'il faut dire, c'est que t'as Christian Bale en gros méchant raciste plein aux as, et ils en font rien. Donne-nous ce qu'on a envie. C'est ça. On a envie un film de Black Expo, c'est-à-dire un revenge movie. On a envie de voir un truc de justice là-dedans. On a envie que ça défoule aussi. Il y a plein de choses que ça pourrait être et ça l'est pas. C'est rien. Et c'est super chiant. C'est même pas une bonne série B. Enfin, je veux dire, il y a vraiment. C'est le vide incarné, quoi. L'enquête elle est nulle, les scènes d'action sont toutes pourries, la dramaturgie il y en a pas. Enfin, je veux dire, tu peux prendre le film par tous les angles que tu veux, etc. Enfin voilà, tout est foiré quoi. C'est un des premiers rôles de André Royo à l'écran et je peux te dire que j'adore André Royo. Donc André Royo qui est Bubbles dans The Wire. Exact, dans The Wire, tout à fait. Toute mention de The Wire, c'est gratuit les gars. Profitez-en, on aime ça, on est juste là pour ça. Si on peut juste faire ça, on le fait. Peut-être qu'on va le classer ce film, on va pas... Ouais, on va pas s'éterniser, ouais. Parce qu'il y a vraiment... je pense que tout le monde personne devait être vraiment content de ce film. Non, je pense... non, mais... Ouais, il y a vraiment pas grand-chose à sauver, quoi. Alors, Shaft... Tu m'aimes non. On le met où ? Shaft. Je préfère Terminator Renaissance à Christian Bale Exploitation équivalente.
Ouais, je crois que... Si, je préfère quand même Terminator Renaissance. Non, mais je suis en train de regarder les suivants. C'est pas Alors, parce que j'étais en train de remonter. C'est mieux que l'Attaque des clones. C'est mieux que l'Attaque des clones. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux que les 4 Fantastiques? Honnêtement, ouais, je dirais que c'est mieux que l'Attaque des... Ouais, c'est mieux que... Et c'est mieux que Coco. C'est mieux que Coco. Mais je préfère Benjamin Gates. Je préfère Benjamin Gates. Putain, Voilà. on est d'accord. Aujourd'hui, là, Voilà, paf, allez. tu m'as pas forcé la main. Hein. Et ça fait quand même qu'il est genre dans 250ème. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est mal, il aurait pu se retrouver entre Six Pack et Ultraviolet, par exemple. Hein. Tu vois, oui. Il s'en sort pas si mal. Entre 3-0 et la planète des singes de Tim Burton. Le deuxième film de cette liste, c'est Des serpents dans l'avion. Snakes in the plane. I had it with that motherfucking snake in that motherfucking plane. Sérieusement, c'est un film qui ne repose que sur cette putain de phrases de dialogue. C'est dommage, hein. Et honnêtement, même ce fameux moment, I had it with that motherfucking snake in that motherfucking plane, la scène est hyper mal tourné. Je veux dire, le mec, enfin, je sais pas si il s'est pas rendu compte au moment de tourner le film ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est le seul truc que tout le monde retient du film et qui tourne en boucle et qui a tourné en boucle au moment de la promotion. Donc les gars du marketing avaient compris le truc, mais le plan dans lequel c'est un espèce de vieux plan moyen en contre-plongée avec une lumière super moche avec un vieux fond gris. Et Samuel Jackson qui regarde même qui est de profil et parfois de 3/4 d'eau. La scène elle est dégueulasse, enfin, visuellement la scène elle est super moche, il y a rien qui tient, il y a juste le dialogue qui est rigolo en tant que texte et en tant que diction de Samuel Jackson, mais c'est même pas un moment de cinéma cool en fait. C'est juste nul en fait. Et je pense que ça résume ce film là, c'est-à-dire que ils ont un concept complètement débile, etc. Et c'est vraiment tourné comme un vieux des TV France 3 quoi. Je vous le dis tout de suite, je déteste ce film hein. Ah voilà. C'est nul et le problème c'est que voilà, c'est tout résumé. Toute la promo a été faite autour d'une punchline. C'est un film punchline et la punchline est dans le titre. Ça n'a aucun intérêt. Et par contre, ce qui était rigolo, c'est de voir Samuel Jackson faire la promo sur ce film, parce que Samuel Jackson, quand il faut faire la promo, il déroule, il est drôle, mais sinon il y a rien d'autre. Non, il y a rien. Alors les serpents CGI, il y a la moitié qui sont tout pourris. C'est super chiant à nouveau. C'est-à-dire que les serpents, tu les vois très très peu. Tout le scénario, bon, bref. Mettons ça de l'autre côté. J'admets que sur un film comme ça, c'est pas forcément le truc que tu retiens. Mais tu vois, il y a pas de personnage qui soit intéressant. Les situations, je veux dire. T'as moyen d'avoir un film comme ça, t'as moyen de faire, je sais pas, comme Hellraiser 3, je sais pas si tu l'as vu Hellraiser 3, Hellraiser 3 a beaucoup de problèmes, je veux bien l'admettre, mais à un moment donné dans Hellraiser 3, t'as une scène où t'as Pinhead et ses amis Cénobites qui arrivent dans une boîte de nuit, et alors là, c'est l'orgie. Mais vraiment, c'est une de mes scènes de ce qu'on appelle les gorefest en fait dans le milieu de l'horreur. Les gorefest dont les gens se rappellent assez bien finalement dans Piranha 3D, le film d'Alexandre Aja. C'est une de mes gorefest préférées parce que à un moment donné, voilà, les mecs ils ont compris qu'ils avaient un concept et un truc fort à jouer sur cette scène-là et ils y vont à fond. Des serpents dans l'avion ne fait jamais ça. Il y a jamais ce moment où vraiment à un moment donné ça va suffisamment loin pour te dire ouais ok la scène est vraiment cool. Voilà, il y a jamais ce moment là, c'est à dire que c'est les mecs ils font rien du concept, ils font rien de Samuel Jackson, ils font rien de leur putain de dialogue. C'est filmé vraiment de façon dégueulasse, c'est tout mou, le montage est super chiant, vraiment pour moi c'est un non-film quoi, des serpents d'avion. Vraiment je pense qu'on a même pas besoin de s'éterniser là-dessus parce voilà, qu'on a compris. C'est la première fois c'est pas la première, mais c'est une des premières fois que un trailer sur internet donne un phénomène où les gens vont pour aller voir un mème au cinéma. Oui, c'est ça. Et beaucoup ont été déçus, hein. C'est la preuve, hein. C'est genre, ça a fait super rentrer la première semaine et la deuxième semaine, il n'y avait plus personne. Ouais, non, mais effectivement, c'est ça, c'est qu'effectivement, en termes de marketing, c'est vrai que c'est un des films clés, on va dire, en termes d'exploitation des mèmes, même si en 2006 on parlait pas de mèmes, ou en tout cas, pas à cette échelle. Voilà, c'est un film qui s'est vendu sur un mème,
mais qui a même pas ça. Je veux dire, même encore une fois, même la scène de ce dialogue, elle est nulle, elle est toute plate. Le plan, il est dégueulasse. C'est-à-dire que ils ont Samuel Jackson en plan rapproché. Si tu regardes bien, même là, il est même pas bien cadré. C'est ma boule. Je veux dire, c'est hallucinant de pas bien cadrer Samuel Jackson sur cette scène-là. Il a le bout du crâne qui dépasse. Quand il ouvre la bouche, il y a une partie du menton qui sort du cadre. C'est dégueulasse. Il y a même pas de soin. Il le joue bien. Et c'est vraiment, c'est dégueulasse de A à Z. Enfin voilà, c'est un film que je déteste vraiment. Alors, tu le détestes, où est-ce qu'on va le classer dans les années 2000 ? Où est-ce qu'on va le classer dans les années 2000 C'est moins bien que The Room. Oui, qui est un autre film que je déteste. Alors, je crois que je déteste plus Angela. Moi, je te propose. Je peux te l'accorder, ouais. Entre La Beuse et Angela. Entre La Beuse et Angela, ça me va très bien, écoute. Et tu vois, je préfère La Beuse. Est-ce que tu te souviens de Alphonse Brown, vraiment ? Je me souviens juste de la chanson, en tout cas. C'est Snakes in the Plane ? Non, des serpents dans l'avion, du coup. Des serpents dans l'avion. Hop. Oui, sinon c'est Snakes on a Plane. Ouais. Et alors, le troisième film... Alors, tu vas remonter tout de suite. Je pense que c'est une autre salade. Le troisième et dernier film de cette liste, c'est Black Snake Moan. Ah, Black Snake Moan, film très étrange, hein, Black Snake Moan. Ah ouais, alors si tu racontes le pitch, les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Black Snake Moan, c'est un film donc avec Samuel Jackson, avec Christina Ricci et Justin Timberlake, rappelons-le. Qui fait un peu ses débuts et très très convaincant. Très très convaincant et donc comment dire, un film produit par John Singleton aussi. Produit par John Singleton, mais heureusement pas réalisé par John Singleton. Juste pour un mot, ce film est réalisé par un gars qui a ensuite réalisé Coming to America 2. Non, c'est Coming to America, c'est ça le Ah oui, titre. Coming to America. Ah oui, j'ai pas fait le lien, c'est le même C'est lui, et il fait aussi il a réalisé, attends, il y a un film, j'ai un trou de mémoire. Merde, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce qu'il avait réalisé ? Je pourrais pas t'aider parce que moi Il a réalisé un truc récemment. Dolomite is my name. Voilà, que j'ai vu. Ah oui, donc voilà. oui, exact. Le film qui a un peu relancé Eddie Murphy. L'intérêt pour Eddie Murphy. Alors, sa carrière, je sais pas parce que, mais en tout cas c'est vraiment intéressant, Dolomite is my name. Je l'ai pas vu, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Mais je sais qu'effectivement beaucoup de gens se sont dit finalement oui, Eddie Murphy est pas complètement fini à la suite de ce film-là. Alors vas-y, bon courage pour expliquer Black Snake Moan. Alors Black Snake Moan, donc on peut dire que c'est un film un peu pulp déjà pas pour l'excuser, mais au moins pour expliquer que c'est un film. Je pense qu'il faut remettre un truc dans le contexte. C'est que moi, quand j'ai vu l'affiche du film et le concept, et j'ai dit j'y vais quand il est sorti. Alors surtout l'affiche, je pense. Oui, parce que le concept, je sais pas s'il était tellement expliqué que ça en fait. Hein. J'étais plus jeune et bête, et je me disais ouais, ça va être super et tout. Et parce que sur l'affiche on voit Samuel Jackson avec des chaînes qui sont autour du cou de Christina Ricci, qui tient enchaîné Christina Ricci, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce film ? Ça a l'air un peu barré, ça a l'air d'être un film pulp, quoi, tu vois, ça a l'air d'être un film de série B ou série Z et tout, ça a l'air d'être un peu débile, et c'est pas du tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis, à un moment donné, tu vas partir dans un revenge movie avec des gunfights et des têtes tranchées, enfin, c'est un peu l'impression que t'as au début quand tu vois l'affiche effectivement, et quand tu vois en plus c'est assez marrant parce que Samuel Jackson il est en débardeur, ça se passe dans le Tennessee donc il fait chaud, donc tu sais il est en sueur, etc. Il y a un truc, tu te dis voilà, ça va être un truc délirant quoi, parce qu'en fait le pitch c'est ça, c'est que on a le personnage de Samuel Jackson qui s'appelle Lazarus, je crois. Ouais, exactement, ce qui ajoute un petit peu voilà, c'est un mec de